traitement spirituel, c'est-à-dire nous, on veut comprendre en tant que rationaliste, qu'est-ce qui fait qu'on a recours à la spiritualité pour guérir. Donc vous nous expliquez très bien comment ça fonctionne dans la tête des patients, et on voit effectivement, vous nous montrez que c'est à partir des stigmates qu'ils subissent, ça va les conduire chez un guérisseur, et là, la base du traitement, c'est des prières. Bon, vous développez bien tous les moyens, hein, la vie commune, la prise en charge en permanence, etc., qui vont permettre aux églises d'aller plus loin que les médecins au dispensaire. Enfin, on termine sur le chapitre 4, où vous allez examiner d'aller plus loin que les médecins au dispensaire. Enfin, on termine sur le chapitre 4, où vous allez examiner, puisque la fin de votre thèse montre qu'il n'y a pas que la médecine, donc il y a une sorte de ce que vous appelez un ensemble des mouvements sociaux de santé, et à nouveau, vous nous les présentez dans les rituels de fin de vie proposés par la médecine moderne, rituels de fin de vie proposés par l'Église du Réveil, ensuite par le rituel chrétien, et enfin par les rituels des peuples Congo. Et on termine aussi sur, on se centre sur les deux associations que vous avez étudiées, Fondation Femmes Plus, avec son organisation, son mode de financement qui est occidental, qui est du registre de la médecine moderne, et puis la Fondation Orlandi Wosso, pareil, vous nous expliquez comment ça fonctionne, comment c'est financé, et donc on a là un tableau tout à fait complet de la prise en charge vraiment concrète des patients, même si évidemment pour, j'espère, beaucoup de médecins occidentaux pourront lire votre thèse, effectivement c'est étonnant pour un rationaliste, évidemment. Donc je conclus en disant, en reprenant un peu les atouts de cette thèse, parce que ça me semble très important, hein. À la fois elle est bien construite, malgré le dédale, comme on l'a vu, des variables hein, qui vont concourir à faire de cette maladie un fléau. Vous avez donc bien visité différents champs concernés, sociologie médicale, sociologie de la ville, pauvreté, et cette belle approche ethno-anthropologique. Cette thèse est aussi bien étayée, elle s'appuie sur des statistiques, et puis elle a créé des données importantes in vivo. Tous les discours de guérison me semblent capitaux pour pouvoir ensuite continuer à travailler là-dessus. Et donc, je répète, les deux points forts en termes de résultats qui, à mon avis, vont se développer en sociologie de la santé grâce à vous, c'est ce qu'on pourra appeler, donc, 1, puissance de l'imaginaire, sur le traitement, le parcours, la guérison, et 2, rôle des facteurs sociaux, le rôle du collectif sur l'itinéraire. C'est pourquoi vous me voyez si heureuse aujourd'hui, Hubert, si contente que tout ça soit abouti. Et messieurs les membres du jury et monsieur le président, je vous remercie de votre patience. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, quelques points sur lesquels vous voulez revenir, ce qu'a dit votre directeur de thèse. Oui, je peux la remercier puisque nous avons travaillé 5 ans avec elle depuis notre mémoire de master, qui était aussi axée sur la question de santé. Je ne cessais chaque fois de demander à madame d'approfondir un peu les notions d'imaginaire par rapport à tous ces cours que j'ai suivis. Mais je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que madame a dit par rapport avec la guérison de patients du sida. Moi, je pense que les patients croient être guéris dans leur imaginaire, comme madame l'a dit, dans la mesure où, et même précisent l'origine de leur maladie comme étant une infortune, une malédiction, la sorcellerie et le mauvais sort. Et de ce point de vue, si je dois emprunter l'idée de Maffezoli qui pense que Maffezoli pense que face à l'inexplicable, l'homme forge des explications fictives. L'imaginaire se substitue au vide du rationnel. C'est une force sociale de l'ordre spirituel. C'est en quelque sorte une construction mentale qui reste ambiguë, perceptible,
et non quantifiable. Juridique, ça traverse un certain nombre de champs et donc il faut essayer de trouver une voie médiane avec la sociologie. On peut ajouter en première impression que chacune des thématiques abordées, sur lesquelles vous vous concentrez, constitue un tout sociologique, c'est ce qu'on attend d'une thèse, qui est relativement bien structuré. Autrement dit, ce travail de recherche offre une unité tout à fait acceptable, il faut vous rappeler une forme de cohérence sociologique. Donc de ce point de vue-là, le but est parfaitement atteint pour cette thèse. Il convient de noter au passage une bibliographie importante, couvrant, comme ma collègue l'a dit, un large spectre des domaines de la sociologie. Sont convoqués la sociologie générale, Durkheim, Morin, la sociologie des exclusions, la sociologie de la santé, avec aussi des emprunts pertinents à d'autres disciplines comme l'ethnologie, rappelé tout à l'heure à la Plantine, l'anthropologie, il y a Louis-Vincent Thomas qui est aussi là. Donc on a une bibliographie qui fait le tour de la connaissance autour de cette problématique. Mon deuxième point concerne le plan adopté dans la présentation de la recherche. Vous avez fait le choix de deux parties, donc ces deux parties sont clairement identifiées. Une partie sur le positionnement épistémologique et méthodologique de votre recherche, avec un premier chapitre qui est voué à l'exploration des concepts, comme la sociologie de la maladie du sida, le droit spécialisé, en particulier le droit médical, et puis un concept que vous développez aussi, un aspect que vous développez qui est important, ce que vous appelez le paternalisme médical. Donc ça c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre est plus théorique, sur des notions clés, comme les thématiques essentielles à la recherche, avec toute cette partie sur les mythes, très important, essentiel, c'est vraiment le cœur de votre travail, c'est ce qui va asseoir toute la progression. Les mythes, les légendes, les croyances qui entourent la conception et la perception de la maladie du sida. On a aussi des données quantitatives, donc c'est à la fois un travail qualitatif mais aussi quantitatif, malgré ce qu'on a dit sur les données quantitatives qui sont effectivement difficiles à obtenir. Et puis nous avons aussi des comparaisons sur l'ensemble de l'Afrique, quelques éléments de comparaison. Donc là on retrouve bien une méthodologie tout à fait acceptable en sociologie. Le troisième chapitre s'intéresse à un point essentiel de cette recherche qui concerne la médecine traditionnelle au Congo. Là aussi c'est essentiel, je ne vais pas le développer, mais c'est vraiment le cœur de votre travail. Et enfin un quatrième chapitre qui développe la construction d'un modèle d'analyse permettant de saisir les conséquences sociologiques de la maladie du sida dans la société essentiellement urbaine congolaise, puisque le travail se situe sur la ville de Kinshasa. La deuxième partie, rapidement, de cette thèse nous plonge au cœur d'une recherche de terrain. Un premier chapitre dresse le tableau de la société urbaine congolaise, à travers des descriptions sociologiques de la ville de Kinshasa, essentielle, une bonne contextualisation. Le deuxième chapitre nous offre une approche détaillée sur l'influence et les conséquences des modifications urbaines sur le système de santé, qui est, on le voit, d'un équilibre très fragile, et le mot est faible. Le troisième chapitre, certainement à mon sens le plus sociologique, nous conduit dans le labyrinthe de l'itinéraire de la prise en charge médicale des personnes atteintes de la maladie. Je dis médicale pour aller vite, parce qu'on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une prise en charge aussi spirituelle, ça va ensemble. On retrouve donc les imbrications entre les pratiques traditionnelles, le rôle des guérisseurs, des féticheurs, la force des rituels, parce que moi aussi c'est un des domaines qui m'intéresse, la sociologie des rituels, donc j'ai été parfaitement intéressé par cet apport. Donc le rôle des guérisseurs, des féticheurs, la force des rituels. On mesure aussi l'influence des prédicateurs évangélistes, ce qui n'est pas étonnant quand on sait l'influence du renouveau évangélique en Afrique de l'Ouest, puisque ça développe de manière assez importante ce renouveau évangéliste. Et puis, il ne faut pas oublier la place et le rôle des ancêtres dans tous ces jeux symboliques qui concourent à agir sur la réalité. On pourrait aussi ajouter les animaux, dans une dimension aussi totémique et symbolique. En filigrane, se pose la question de l'efficacité, bien évidemment. En termes d'opposition entre une médecine, je veux dire vite, irrationnelle et une médecine qui se prétend aussi rationnelle, on a bien là la question de l'efficacité que vous abordez en filigrane dans tout votre travail. Ce chapitre donne toute son ampleur à la dimension humaine du sida, c'est-à-dire que le sida est bien une maladie humaine, ce n'est pas un pléonasme de ma part,
mais c'est pour affirmer que cette maladie engendre des conséquences qui sont sociales, non seulement individuelles, mais aussi collectives, en déstructurant l'ensemble d'une société, d'une micro-communauté, en particulier la famille, hein, on parlait aussi de la famille congolaise, confrontée aux difficultés des mutations sociales, culturelles, économiques, politiques, avec précaution aussi, d'un certain développement. Donc on a à la fois le contexte et en même temps un certain nombre de réalités et comment toutes ces situations s'entrechoquent et conditionnent ce parcours, ce que j'ai appelé le labyrinthe, hein, du parcours du médecin. Nous touchons là donc à une dimension hautement anthropologique de la recherche, hein, c'est-à-dire que c'est à la fois un travail sociologique, mais c'est aussi un travail anthropologique. Donc c'est pour ça que je le disais en préambule que vous avez une orientation vers l'anthropologie, hein, une anthropologie culturelle pour aborder votre travail. Seul petit regret, bon, ça me vient comme ça en passant, c'est que c'est un regret, donc c'est pas une critique, c'est juste un regret. C'est le passage d'une sociologie de la santé à une sociologie de la maladie, puisque vous l'utilisez dans votre titre. Donc ça, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est pas explicite. Voilà, ça manque un peu d'une forme de développement, mais je comprends parfaitement. Je comprends que vous êtes plutôt dans la sociologie de la maladie, hein, tel que c'est présenté dans sa dimension anthropologique. On est dans une sociologie effectivement de la maladie. Enfin, le dernier chapitre conforte le précédent, hein, en utilisant les structures institutionnelles et surtout associatives, qui tentent d'offrir une forme de rééquilibrage, hein, je vais le dire comme ça, entre guillemets, individuel et collectif, face aux conséquences d'une maladie qui est relativement endémique, hein, au même titre que d'autres maladies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le sida au Congo, hein, loin de là. On notera au passage l'importance que vous accordez aux actions collectives. Là aussi, ça m'a intéressé, effectivement, tout le processus des actions collectives qui est bien, on pourrait faire une étude comparative bien différente avec l'Occident, hein, avec des pratiques tout à fait locales qui sont très intéressantes. Mon troisième point est un regard, je vais faire assez rapide, sur la méthode de recherche. D'un point de vue méthodologique, donc nous sommes plongés dans une démarche, on pourrait dire, empirique. Hein. Le corpus de recherche est relativement diversifié, donc ce qui en fait sa richesse. Il s'inscrit par beaucoup d'occurrences dans le droit fil de la tradition de l'école de Chicago, hein, on pense à la tradition de l'école de Chicago, c'est-à-dire dans un travail de terrain, bien évidemment, ou encore aussi, par certains aspects, dans les prolongements de l'école de Birmingham, hein, qui, à la suite de l'école de Chicago, a développé un travail culturel, empirique assez intéressant. On aurait peut-être souhaité à cet égard une dimension plus théorique pour aborder la question, mais bon, ce n'est pas non plus une nécessité absolue puisque vous en maîtrisez les outils. Donc après tout, la réalité du travail de recherche est là. La structuration de votre travail s'accomplit, on le voit, hein, sur deux axes. Un axe théorique, hein, et un axe enquête de terrain. Ainsi se distribue le développement d'une recherche permettant de comprendre et d'expliquer les montages sociaux prévalents face à une double contrainte, un développement social relativement chaotique, je mets des guillemets, hein, ça mériterait d'être développé, ou en tout cas difficilement contrôlable, et une maladie remettant en question les fondements même de la structuration de la société congolaise, au premier chef la famille. Ces montages sociaux apparaissent à travers quelques éléments d'identification significatifs, hein, je vais en donner quelques-uns, ma liste ne sera pas exhaustive. Donc, éléments d'identification significatifs, c'est par exemple les interactions malades bien portants, soignants-soignés, hein, donc c'est-à-dire des couples plus dialogiques que dialectiques, les interactions médecine institutionnelle, médecine ou thérapie traditionnelle, église, ancêtre, l'unité et la cohérence du temps et de l'espace, hein, la ville de Kinshasa, dans ses mutations les plus profondes. La finalité de ce type d'action sociale, offrir une politique de santé cohérente autour de l'individu et d'organisation sociale de base. Hein, je pense toujours à la famille et à un certain nombre d'actions collectives. Les modes de pratique spécifiques, hein, comme la médecine traditionnelle, les modes de pratique spécifiques d'acteurs qu'on pourrait dire exogènes, comme les associations spécialisées, les ONG, et aussi, il ne faut pas oublier, puisque vous le soulignez assez adroitement, l'importance du bénévolat. Quelle est la valeur du bénévolat dans ce type de société? Donc, comme je vous l'ai dit, ma liste n'est pas exhaustive, mais j'ai simplement voulu souligner quelques éléments significatifs. Pour terminer sur ce point, nous avons là une véritable recherche sociologique en situation d'expérience sociale, hein, pour le chercheur lui-même, ce qui est le propre du travail de terrain. Donc vous avez bien rempli
votre mission de chercheur de terrain. Mon quatrième point, qui sera le dernier, concerne les apports de cette recherche dans, je pourrais dire, le paysage de la sociologie actuelle. Donc quelques remarques méthodologiques. Il y a dans votre recherche une tentative louable d'avoir construit un appareil d'hypothèse, c'est-à-dire une volonté, donc ça c'est au début de la thèse, c'est-à-dire une volonté de mettre en œuvre une problématique avec la formulation d'un certain nombre de questions de recherche. Questions auxquelles vous apportez un certain nombre de réponses contrastées en termes de préconisation sur un plan politique, politique-social, sur un plan social. Voilà. Ce qui vous oriente de ce que vous vouliez faire au départ, qui était un peu la recherche-action. Donc on retrouve effectivement aussi cette veine-là sur laquelle vous étiez parti au début de votre thèse. Ensuite, vous mettez bien en valeur, dans leur dimension illustrative exemplaire et analytique, vos entretiens. En particulier, tous les entretiens qui sont utilisés dans le corps de votre travail sont très intéressants. Moins intéressant celui comme en annexe. Mais en revanche, tous ceux que vous introduisez en termes d'illustration ou de démonstration et qui sont analysés sont vraiment très intéressants et contribuent à votre travail. Enfin, il y a méthodologiquement l'usage des supports photographiques. Donc là, je me rappelle avoir été assez critique, mais je vois que vous avez bien suivi, vous avez bien rattrapé les choses et vous en faites même quelque chose de très intéressant. Voilà. Et ça fait partie des choses que vous pourriez exploiter. C'est-à-dire que vos photographies, vous pourriez même encore plus les mettre en valeur, et en plus un commentaire, et elles illustrent parfaitement la réalité. Je veux dire, voilà. C'est pas la peine de longs discours. Vos crédits photographiques sont vraiment tout à fait dans la veine de votre recherche. Bon, je raccourcis un peu mon propos. Donc pour terminer, donc ça constituerait un travail postdoctoral tout à fait intéressant. Pour terminer sur ce point, je souhaite faire deux suggestions de fond quand même. Je pense qu'une approche plus directement politique, alors là c'est peut-être délicat, dimension politique de la situation, aurait permis de montrer les enjeux qui dépassent le strict parcours des malades, des thérapies, et qui en retour déterminent les conditions même d'existence des personnes malades. Mais bon, toucher aux politiques, c'est peut être compliqué. Peut-être au Congo, moi je vous permets de dire ça parce que je suis en France, je risque pas grand chose, mais c'est peut-être un peu délicat. Encore que. J'aurais peut-être dû me taire. Non, bon, c'est une critique, voilà, somme toute relative, sur l'aspect politique. Voilà, politique de santé, qu'est-ce que c'est qu'une politique de santé? Bon, ça peut être fait dans des manières aussi tout à fait constructives, en disant, voilà, on peut faire un constat d'un certain nombre de manques, et faire un certain nombre de préconisations. Puis après, bon, les choses adviennent ou pas. Donc ça, c'était ce première suggestion de fond. Deuxième suggestion, qui tourne autour d'un manque, peut-être. Il aurait été... Mais ça, c'est de ma faute. J'y ai pensé après. C'était de partir des travaux de Didier Fassin. C'est-à-dire que Didier Fassin a travaillé sur le sida en Afrique du Sud. Alors, bien, l'Afrique du Sud, c'est pas le Congo, certes. Mais... Donc, bon, là aussi, travail postdoctoral de comparaison entre le Congo et l'Afrique du Sud sur la base des travaux de Fassin qui sont assez intéressants. Et vous comprenez pourquoi j'avais une première suggestion, c'est qu'il reprend la dimension politique. Voilà. Mais ça, j'y réfléchis qu'après, c'est trop tard. Voilà. Donc c'est à mettre à mon déficit. J'ai oublié de vous parler de ça, ça m'est revenu, en relisant votre thèse, ça m'est revenu comme ça. Donc je vous le signale, tous les travaux de Didier Fassin, ça a été il travaille sur d'autres choses maintenant, mais c'était son premier axe de recherche. Voilà. Donc là aussi, travail de comparaison. Bon. C'est l'ensemble des remarques que je peux vous faire, je vais un petit peu conclure. Pour bien rassembler un peu tout ça et vous dire encore ma satisfaction. Donc je dirais que nous sommes en présence d'une thèse homogène, logiquement construite, il y a une progression, et qui apporte des éclairages intéressants sur un fait de société. On pourrait me dire, à l'instar de Marcel Moix, un fait total, puisque vous abordez toutes les dimensions médicales, économiques, juridiques. Donc c'est tout à fait pertinent pour la sociologie et la santé. La sociologie de la santé, de la maladie. Je mets les deux ensemble, puisqu'on peut garder
compte tenu de votre intitulé, cette articulation entre sociologie de la santé et sociologie de la maladie. Donc voilà ce que je peux dire, et toute ma satisfaction encore renouvelée pour votre travail. Je vous invite à répondre à M. Flordor, si vous Merci avez pour les remarques envie. bien pertinentes. Je pense que j'en tiendrai compte, comme le professeur a bien précisé dans mon processus post-doc. Et d'ailleurs, nous en avons parlé avec Mme Gibéras et le professeur Monderon par rapport aux bourses post-doc de l'Union européenne. S'il y a une occasion qui se présentait et que j'ai une bourse post-doc, je mettrai à profit toutes ces remarques. Mais par rapport à la dimension politique, comme le prof même l'avait signalé, il y a un conflit permanent qui existe entre les politiques et les scientifiques en Afrique. Tout ce que nous avons comme écrit, tout ce que nous avons comme production constitue une menace vis-à-vis des politiciens. Alors la thèse que j'ai là, je dois la déposer à la fac pour chercher le poste de professeur. Et cette thèse sera lue par tout le monde. Et à l'université, en Afrique, même les agents secrets. Alors pour protéger encore la vie et la richesse que j'ai réussi en France, je pense que j'ai besoin de la vie. Vraiment, merci beaucoup pour les remarques permanentes, c'était pertinent.